Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 10 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. En France, donc, à Paris, environ 16 000 personnes ont participé hier à une marche de soutien à Israël. La marche, organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, a réuni de nombreuses personnalités politiques, y compris des membres du gouvernement. Le grand rabbin de France, Raïm Corsia, a salué cette initiative, la qualifiant de grande leçon d'unité. Et un parti d'extrême gauche, le nouveau parti anticapitaliste, ou NPA, a suscité la controverse en soutenant les exactions du Hamas et en appelant à l'intifada. La première ministre Elisabeth Borne a vivement critiqué ces déclarations, estimant qu'elles pourraient être assimilées à de l'apologie du terrorisme. Et c'est au bout de 38 jours de grève de la faim que le grimpeur Thomas Brahe a entamé une grève de la soif, accompagné de ses deux camarades à Paris, près du ministère de la Transition écologique. Leur objectif est de faire céder l'État et la région Occitanie en demandant la suspension des travaux de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Et le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, souhaite réaliser 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires dans le budget de 2024, en plus des 16 milliards déjà prévus par le gouvernement. Le plan pour y parvenir est encore en discussion. Et au cœur des Hautes-Alpes, une ZAD, zone à défendre, s'est installée sur le glacier de la Girose à une altitude de 3300 mètres. Une quinzaine de militants s'opposent à une extension du téléphérique en raison de menaces sur une plante protégée. La stratégie des militants est de bloquer le chantier jusqu'à l'arrivée de la neige. Et on passe maintenant à la question des écarts de salaire entre hommes et femmes. Anthony, vous vous êtes penché sur la question, c'est à vous. On vous écoute. Merci Rémi. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde du travail. Féru d'économie ou pas, voilà un sujet qui nous concerne toutes et tous. Depuis quelques années déjà, l'écart de salaire entre hommes et femmes est pointé du doigt, mais sans que ces causes ne soient avérées de manière tangible. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Claudia Goldin, une éminente économiste d'Harvard, vient de recevoir le prestigieux Nobel d'économie pour son travail faisant enfin la lumière sur les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Son travail remarquable lui aura valu d'être la 3e femme à recevoir le Nobel d'économie et à révéler qu'un type de job en particulier, le travail à vide, comme elle l'appelle, est le principal responsable des disparités entre hommes et femmes, surtout celle devenue maman. Alors, plongeons ensemble dans ce sujet brûlant et délicat. La lauréate du prix Nobel d'économie 2023, Claudia Goldin, a fourni le premier compte-rendu complet des revenus des femmes et de leur participation au marché du travail à travers les siècles. Ces recherches révèlent que la source du fossé sous-jacent entre les hommes et les femmes a changé au cours de l'histoire et du développement. En retraçant l'évolution de la main-d'œuvre féminine au cours des 2 derniers siècles, elle observe que depuis la fin du XVIIIe siècle, le travail des femmes a connu une évolution en U. Le progrès technique et l'industrialisation ayant conduit à la baisse du pourcentage de femmes mariées travaillant. Par la suite, l'éducation des femmes, en hausse depuis le début du XIXe siècle, et l'invention de la pilule contraceptive ont joué un rôle important permettant à plus de femmes de travailler. Selon l'Académie royale des sciences de Suède, Goldin a découvert les principaux facteurs expliquant les différences entre les sexes sur le marché du travail. En Europe, selon les données de la Commission européenne, en 2021, les femmes ont gagné en moyenne 13% de moins par heure que les hommes. Elle attribue cet écart à ce qu'elle appelle le travail à vide, un terme désignant les professions qui exigent une présence et une grande disponibilité, et qui pénalisent effectivement les femmes qui ont besoin d'un travail flexible, spécialement après la naissance du premier enfant. L'écart salarial, qui était autrefois expliqué par des différences en matière d'éducation et de choix professionnels, trouve aujourd'hui sa principale source dans cette situation précise. Les travaux de Goldin ont révélé que si des progrès ont été accomplis dans la réduction de l'écart au cours des dernières décennies, rien ne prouve qu'il sera bientôt comblé. Les révélations de Mme Goldin pourraient bien être l'étincelle initiant des changements structurels dans le monde professionnel. En filigrane se dessine la question de l'équité homme-femme, qui est après tout dans l'air du temps.
Maintenant qu'un diagnostic a été posé, il est fort probable que nos entreprises et politiques publiques cherchent bientôt à mettre en œuvre des changements pour s'assurer que la carrière des femmes ne soit pas entravée par des contraintes de temps excessives. Les solutions pourraient inclure une plus grande flexibilité dans les horaires, des structures de soutien pour les parents. Mais compte tenu des rôles différents qu'imposent les physiologies masculines et féminines, pour l'allaitement par exemple, qui joue un rôle extrêmement important pour le bon développement de l'enfant, une autre question se pose. Ces aménagements parviendront-ils à atteindre l'idéal d'équité visé? Et d'après vous, devrait-on même le prendre comme objectif? Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, je vous rends la parole. Très bonne question. Merci Anthony. Et on passe directement à l'international avec l'armée israélienne qui a déclaré avoir frappé massivement la bande de Gaza où un siège complet a été mis en place par Israël. Ceci en réponse aux attaques terroristes perpétrées par le Hamas. Plus de 2400 cibles ont été touchées par les frappes israéliennes. Un représentant des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a menacé d'exécuter un otage israélien pour chaque civil touché par une frappe non avertie sur la bande de Gaza. Et de nouveaux témoignages ont été recueillis au sujet de cette rave party qui a viré au cauchemar avec plus de 260 morts et de nombreuses prises d'otages. Des survivants israéliens déclarent avoir fui les tirs, en se cachant dans les buissons ou en faisant semblant d'être morts. D'autres témoignages ont fait état de viols et d'exécutions sommaires, alors que les habitants les plus âgés des villages autour de Gaza, en Israël, ont déclaré avoir été témoins d'un véritable pogrom. Et dans l'ouest de l'Afghanistan, un puissant séisme a causé la mort de plus de 2400 personnes selon les talibans au pouvoir. Le séisme s'est produit en milieu de journée lorsque la plupart des hommes étaient à l'extérieur des maisons. Par conséquent, ce sont les femmes et les enfants qui se trouvaient à l'intérieur qui ont subi les conséquences les plus graves. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'économie. Mais avant cela, je vais faire un point rapide sur le positionnement de Pékin face au conflit israélo-palestinien. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « Les affrontements répétés entre la Palestine et Israël démontrent pleinement que la stagnation à long terme du processus de paix n'est pas durable », ajoutant que l'issue du conflit réside dans la création d'un État palestinien indépendant, position connue de la part de la Chine qui a historiquement soutenu la Palestine. Aujourd'hui, Israël déclare entretenir de bonnes relations avec Pékin. Cependant, on garde à l'esprit l'historique des relations sino-palestiniennes qui restent en place derrière les rideaux. À l'intérieur de Chine, le discours n'est pas amical envers Israël. Sur l'internet chinois, on a observé beaucoup de commentaires favorables au Hamas. Certains internautes y voient une nouvelle occasion de déstabiliser les États-Unis. Et on passe à l'économie chinoise qui vacille sérieusement et c'est peu de le dire. La faiblesse du marché de l'immobilier et le taux de chômage surréaliste des jeunes font partie des principaux problèmes au sein de la société chinoise. En effet, les prix chutent, le marché manque de liquidité, le taux de chômage des jeunes est si élevé que le gouvernement n'en publie plus les chiffres. Certains gouvernements locaux sont tellement fauchés que les prestations médicales pour les personnes âgées ont été réduites, ce qui a entraîné des manifestations. Les temps sont durs dans le pays. Et pourtant, les représentants du gouvernement, comme d'habitude en Chine communiste, abordent la question sous un angle très positif. Ils déclarent que l'économie chinoise s'améliore et parlent avec enthousiasme des progrès du pays. Cependant, cette confiance semble contraster avec la réalité. Officiellement, l'économie chinoise s'améliore sur la base du PIB, mais le rebond n'est pas aussi rapide que l'espéraient de nombreux investisseurs, surtout dans un monde post-Covid. La Chine s'efforce de continuer à produire suffisamment de produits pour l'exportation, ce qui lui permet de rester l'usine du monde. Dans le même temps, la Chine tente de moderniser ses industries clés, en particulier les technologies, pour devenir autonome, voire prendre de l'avance sur ses rivaux, la France, les États-Unis, etc. La Chine reste l'un des principaux moteurs de la croissance mondiale. Le gouvernement chinois espère maintenir son économie à flot, et vu la vitesse à laquelle le monde bouge, le suspense est réel. Je vous rends l'antenne, Rémi, merci à tous. Merci beaucoup Vladia et on conclut avec un point culture, l'arche de Noé et le déluge. Ces événements décrits dans la Bible sont-ils basés
sur des histoires vraies. Eh bien, l'archéologue Robert Ballard et son équipe tentent de prouver que le déluge décrit dans les histoires bibliques est un événement historique réel. Selon Ballard, environ 12 000 ans auparavant, la Terre était largement recouverte de glace et de neige, et lorsque la fonte des icebergs a commencé, cela a provoqué de grandes inondations à travers le monde. Il s'est rendu dans la région de la mer Noire pour rechercher des preuves de cette inondation et a découvert un ancien littoral sous l'eau, confirmant ainsi sa théorie. Selon Ballard, cette catastrophe a eu lieu vers 5000 avant Jésus-Christ, ce qui correspond approximativement à la période du déluge de l'Arche de Noé, selon les spécialistes. Certains chercheurs considèrent l'histoire de l'Arche de Noé comme un mythe, tandis que d'autres pensent qu'elle est basée sur des récits de déluge anciens transmis de génération en génération. Le mystère reste donc entier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à demain, 13h, pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres. Et surtout, gardez le moral en cette période troublée. À demain.